Dans la ville de Côteval, les immeubles en verre reflétaient le ciel doré du matin. Les voitures de luxe ronronnaient le long des avenues fleuries, et les terrasses chics ne désemplissaient jamais le week-end. C'était une ville où l'apparence comptait, où l'on jugeait d'un regard les chaussures, la montre, la voiture et parfois la valeur d'une vie. Dans un quartier un peu à l'écart du centre, à l'intérieur d'un immeuble au charme discret, vivait Mariam, une femme dans la cinquantaine, fine, fière, toujours tirée à quatre épingles. Elle n'avait pas connu la richesse, mais elle en connaissait les codes, et elle avait bien l'intention de les enseigner à ses filles. Il faut être là où les gens réussissent. Fréquente les salons, pas les ruelles, aimait-elle répéter. Elle élevait seule ses trois filles. Leur père les avait quittées il y a plus de 10 ans. Depuis, Mariam jonglait entre petits business, prêts tournants et stratégies sociales bien rodées. L'aînée, Soraya, avait hérité de son goût pour le luxe. Toujours habillée, comme pour un shooting photo, elle était en couple avec un entrepreneur bien plus âgé qu'elle, du moins tant que sa carte bancaire restait active. La deuxième, Iman, étudiait vaguement la communication, mais passait plus de temps sur Instagram que sur ses cours. Elle savait sourire, charmer, se faire inviter, se faire offrir. Elle n'en avait pas honte. Et puis, il y avait Fatou, la petite dernière, celle qui ne riait pas des mêmes choses, celle qui rentrait des cours en bus pendant que ses sœurs se faisaient déposer en voiture climatisée, celle qui gardait une vieille montre en cuir offerte par son professeur de maths, pendant que Soraya collectionnait les bracelets dorés. Fatou étudiait la gestion, sérieuse, rigoureuse, ambitieuse, mais pas comme ses sœurs. Elle rêvait d'un bureau, d'un tableau Excel, de responsabilité. Elle ne voulait pas séduire un homme riche. Elle voulait construire sa propre richesse. Cette différence lui coûtait cher à la maison. Elle était le sujet de moqueries, parfois cruelles. « Tu crois que ton diplôme va t'acheter une maison ?» lançait Iman en riant. « Un jour, tu finiras vieille fille avec ton ordinateur », renchérissait Soraya. Mariam, elle, ne disait rien, mais son regard désapprobateur parlait pour elle. « Tu es jeune, belle, intelligente, mais tu choisis de te fatiguer pour un papier et une bourse de misère. Apprends à viser haut, Fatou. Les hommes riches cherchent justement des filles comme toi. » Fatou souriait sans répondre. Elle savait que leur monde ne s'alignait pas, et ça lui allait très bien. Un jeudi soir, après une journée particulièrement longue, elle attendait le bus comme d'habitude, à l'arrêt principal de la rue Bellevue. Des gens passaient, d'autres pressaient le pas, il faisait frais. Elle referma sa veste et s'assit sur le banc de béton. Un homme s'approcha. Il portait une veste trop grande pour lui, des baskets poussiéreuses et un sac en toile usé sur l'épaule. Il avait les cheveux en bataille, une barbe naissante et l'air exténué. Il s'assit à l'autre bout du banc, baissant les yeux pour éviter les regards. Un clochard, probablement. Voilà ce que tout le monde pensait. Fatou aussi, d'abord. Mais quelque chose en lui ne collait pas. Il n'avait pas les gestes d'un habitué de la rue. Il regardait les voitures comme quelqu'un qui en avait déjà conduite. Ses mains tremblaient légèrement, et il semblait surveiller sa respiration. Elle tenta de se concentrer sur son téléphone, mais ses yeux revenaient toujours vers lui. Finalement, elle se pencha un peu. « Tu vas bien ?» L'homme leva les yeux, surpris. Il semblait gêné, presque paniqué qu'on lui parle. « Oui, ça va, merci. » Sa voix était calme, polie, propre. « Tu attends le bus ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, hésitant. Elle le fixa encore un moment, puis sortit un pain au lait de son sac. « Tu veux ?» Il hésita, puis le prit doucement. « Merci. » Il prit le pain, le remercia d'une voix brisée et sourit.
Ce sourire-là, discret, sincère, un peu blessé. Elle ne l'oublia jamais. Il y avait dans ses yeux un mélange étrange de détresse et d'élégance. Il n'avait pas l'air bête, ni vraiment sale, juste à bout. Elle ne sut pas pourquoi, mais ce soir-là, elle rentra chez elle avec le cœur un peu plus lourd que d'habitude. Les jours suivants, elle guettait son retour sans se l'avouer. Et un soir, elle le vit à nouveau. Mieux rasé, un sac propre sur l'épaule, une chemise modeste, mais repassée. Il attendait le bus. Ou peut-être attendait-il simplement de la revoir, comme elle. Quand elle arriva à l'arrêt, il se leva légèrement, par réflexe, comme pour saluer. « Tu sembles aller mieux, dit-elle. « Grâce à toi, murmura-t-il. Toi aussi, tu as l'air fatigué. J'ai passé toute la nuit à réviser mes dossiers de fin d'année. Tu fais quoi comme étude? Gestion et finance. » Léo se contenta de sourire. Un sourire discret, mais révélateur. Il ne dit rien. Mais dans ce silence, il y avait quelque chose, comme une reconnaissance invisible. Ils se mirent à parler de la pluie, du ciel, des gens qui passent, et puis, peu à peu, de leur vie. Elle lui parla de l'université. Ils se virent encore et encore, parfois 5 minutes, parfois 1 heure entière. Il lui racontait ses errances, les petits boulots qu'il prenait ici et là, les pianos qu'il trouvait dans les églises désertes ou les vieilles écoles. Pendant ses heures libres, il s'entraînait à jouer de grands classiques au piano, sa passion depuis l'enfance. Il avait une manière de parler, comme un homme qui avait connu autre chose, une certaine élégance, même dans la misère. Fatou ne savait toujours pas d'où il venait, et il ne posait jamais de questions indiscrètes non plus. Un jour, il l'emmena écouter un concert gratuit dans un parc. Elle l'entendit pour la première fois fredonner un air qu'elle reconnut. Chopin, puis du jazz, puis une mélodie qu'il avait composée lui-même. Elle lui demanda s'il avait déjà étudié la musique. Il haussa les épaules. Un peu. Elle ne posa pas plus de questions. Elle sentait qu'il portait un fardeau, quelque chose de profond et non dit. Mais elle respectait ce silence. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, ses sœurs l'attendaient dans le salon. « Fatou, c'est qui ce gars avec qui tu traînes tous les soirs ?» lança Iman, un sourire moqueur aux lèvres. Fatou, surprise, hésita. « Juste un ami. »« Un ami? On l'a vu. Il a l'air affamé. Tu es tombée amoureuse d'un SDF maintenant? Tu sais que maman va péter un câble si elle l'apprend, hein ?» renchérit Soraya. Fatou ne répondit pas. Mais leur moquerie ne s'arrêta pas là. Elles le répétèrent le lendemain et le surlendemain. Riaient devant elle, parlaient fort au téléphone en décrivant Léo comme le mendiant romantique. Puis, comme elles s'en doutaient, elles en parlèrent à leur mère. Le soir même, Mariam entra dans sa chambre, furieuse. « C'est vrai? Toi, ma propre fille, tu sors avec un homme sans avenir, sans argent, sans nom ?» Fatou se redressa, les yeux humides, mais le regard ferme. « C'est un homme bien, maman. »« Un homme bien? Un homme qui n'a rien à t'offrir? Tu veux finir comme moi, à mendier l'amour et le respect d'un homme qui t'abandonne? Tu veux reproduire ça? » ?»« Non, maman. Justement. Je veux choisir quelqu'un avec qui je peux grandir. Pas quelqu'un qui me paie en échange de mon silence. » La gifle claqua comme une porte. « Tu ne le reverras plus. Tu m'entends? » Mais Fatou avait déjà choisi. Elle continua de voir Léo, en cachette, à l'université, à la bibliothèque, ou dans ce vieux parc où il s'entraînait parfois sur un vieux clavier récupéré. De son côté, Léo changeait. Il s'était trouvé un petit emploi dans un centre culturel. Nettoyage, rangement. En échange, on le laissait jouer du piano les soirs. Il avait recommencé à prendre soin de lui. Non pas pour plaire, mais pour se reconstruire. Il ne parlait pas encore de son passé. Mais dans ses gestes, Fatou devinait qu'il se battait avec quelque chose d'invisible.
Fatou l'accompagnait discrètement. Elle lui apportait parfois à manger. D'autres fois, elle l'écoutait simplement jouer. Elle n'attendait rien en retour. Et pourtant, elle recevait plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, les examens approchaient. La pression familiale, les moqueries, les insultes voilées, tout pesait sur elle. Mais Léo était son refuge, son souffle. Et quelques semaines plus tard, elle décrocha son diplôme. Une robe bleue, des talons sobres, un sourire timide. Quand son nom fut appelé, elle monta sur l'estrade, sous les applaudissements. Ses sœurs l'applaudirent aussi, leur mère aussi. Mais dans le regard de Fatou, il y avait une autre fierté, celle qu'on ne peut acheter ni déguiser. Dans la foule, Léo était là, à distance, discret, anonyme, les mains croisées sur les genoux. Il ne voulait pas voler la lumière, il voulait juste la voir briller. Et ce soir-là, Fatou sut que son histoire ne faisait que commencer. La soirée de la remise de diplôme s'était terminée en beauté. Fatou avait été félicitée, embrassée, félicitée encore. Même sa mère avait eu un mot doux ce soir-là. Mais tout a changé. Dès le lendemain matin, Mariam avait reçu un appel. Une amie, une voisine. Quelqu'un l'avait vue, Fatou, en robe de cérémonie, dans la rue, en train de discuter avec son clochard romantique, comme les autres aimaient le surnommer. Elle ne dit rien immédiatement. Elle attendit, observa. Et une semaine plus tard, elle suivit sa fille en cachette. Elle n'eut pas besoin de 10 minutes pour comprendre. Fatou aimait encore ce garçon. Pire, elle partageait des sourires, des gestes tendres, des silences profonds avec lui, comme s'ils formaient un couple, un vrai. Le soir même, à la maison, la foudre tomba. Je t'ai laissé faire tes études, je t'ai protégé, je t'ai défendu, et voilà comment tu me remercies. Tu veux vivre avec un misérable? Fatou, reste à droite. Il me respecte, maman. Il ne m'utilise pas. Il ne me juge pas. Il m'aime. Et moi, je t'interdis de continuer cette honte. Tu veux salir notre nom? Tu veux me tuer vivante? Ses sœurs, comme d'habitude, ne manquèrent pas de commentaires. Tu peux aller dormir avec lui sous un pont, on t'amènera une couverture. Lança Soraya. Tu veux vivre d'amour et d'eau sale? Ricana Iman. Fatou les regarda, puis baissa les yeux et se leva. Alors, je vais partir. Un silence choqué remplit la pièce. Mariam éclata de rire, nerveusement. Tu n'as nulle part où aller, ma fille. Fatou ferma sa valise sans dire un mot. Elle avait décidé. Elle ne voulait plus vivre dans un monde où l'amour devait être validé par une carte bancaire. Ce soir-là, elle rejoignit Léo, en larmes. Il l'accueillit, les bras tremblants, le cœur battant. Elle lui raconta tout. L'explosion, les menaces, les humiliations. Il resta silencieux un long moment. Puis il murmura « Tu n'avais pas à faire ça pour moi. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Parce que je ne peux pas renier ce que je ressens, même si ça dérange. » Ils passèrent la nuit à discuter. Le lendemain, ils commencèrent à chercher un endroit. Après quelques jours, ils trouvèrent un petit local modeste au-dessus d'une ancienne boutique. Une pièce, un matelas, une petite kitchenette, un rideau usé en guise de porte. Mais pour eux, c'était un nid. Léo continua ses petits boulots. Ménage, manutention, piano les soirs, dans un café. Fatou, elle, écumait les entreprises. CV à la main, dossier bien rangé, elle frappait aux portes, la tête haute. Pendant des semaines, elle essuya des silences, des promesses vagues, des refus polis. Jusqu'à ce jour, un appel. Une voix calme, mais ferme. « Mademoiselle Diawara, nous avons bien reçu votre candidature. Vous êtes retenue pour un stage au sein du groupe Mendes. Vous commencerez lundi prochain. » Le groupe Mendes, la plus grande entreprise du pays, présente dans l'import-export, la banque, la construction, les télécoms. Fatou resta figée.
le téléphone encore collé à l'oreille. Elle sauta de joie, courut dans la rue, monta l'escalier 4 à 4 et entra dans leur petit appartement en criant « Léo, Léo, j'ai été prise, le plus gros stage du pays, je vais travailler au groupe Mendes. » Il la regarda. Un sourire flottait sur son visage, mais ses mains tremblaient. Ses yeux, étrangement, évitaient les siens. C'est super, bravo, mais il semblait nerveux, inquiet. Elle fronça les sourcils. Tu vas bien? Tu fais cette tête comme si j'avais annoncé une catastrophe. Il se contenta d'un hochement d'épaules. Je suis juste surpris. C'est une grande étape. Elle ne comprit pas, mais elle n'insista pas. Pendant ce temps-là, ailleurs, une autre histoire se jouait. Le frère aîné de Léo, Émile, celui qui faisait la fierté de la famille Mendes, avait fait les mauvais choix. Fréquentation douteuse, dérapage, mauvaises affaires. Jusqu'à ce jour où tout bascula. Une bagarre dans une villa, une voiture de luxe, des armes, des drogues, des amis riches mais dangereux. Émile fut arrêté, en pleine nuit, et l'affaire fit scandale. Le patriarche Mendes, homme d'affaires redouté, se retrouva seul. Son fils, modèle en prison. L'autre, disparu depuis des mois. Sans nouvelles, sans adresse, sans rien. Il avait coupé Léo de tout, ses comptes, ses contacts, sa place dans l'entreprise. Il pensait que ce silence le ferait revenir, à genoux. Mais Léo n'était jamais revenu, et aujourd'hui, il se retrouvait sans héritier. Pendant que Fatou sautait de joie dans leur petit appartement, pendant qu'elle préparait ses vêtements les plus soignés, imprimait ses documents et répétait à voix haute les phrases de présentation qu'elle allait dire. Ailleurs, dans une grande villa, sur les hauteurs de la ville, un homme murmurait des mots que personne n'aurait pensé entendre de sa bouche. « Émile, comment as-tu pu, assis dans un fauteuil, en cuir noir, les mains crispées sur ses genoux, Monsieur Mendes fixait le mur, la mâchoire serrée. Le téléphone venait de sonner. Un avocat, puis un autre, puis un journaliste. Son fils aîné, Émile Mendes, l'étoile brillante, le digne successeur, avait été arrêté la veille au soir. Les médias commençaient déjà à parler. Un dérapage. Une soirée privée avec des amis puissants et sans scrupules. Des armes, de la drogue, une fuite qui avait mal tourné. Le scandale était en marche. Dans le salon vide, un silence pesait comme du marbre. Madame Mendes avait pleuré. Pour la première fois en 10 ans. Les serviteurs se faisaient discrets. Le jardinier n'avait pas tondu la pelouse ce matin-là. Monsieur Mendes, lui, restait immobile, glacé, blessé, furieux. Son entreprise, son nom, son empire menaçaient de se fissurer. « Tu m'as déçu, Émile. Tu avais tout, et tu as tout jeté dans la boue. » Il n'avait plus que des associés, plus de fils. L'un était en prison, l'autre disparu. Parti il y a 1 an, sans laisser d'adresse. Un affront, un abandon, une trahison de plus. Mais ce que M. Mendes ignorait encore, c'est que pendant que son monde vacillait, une nouvelle silhouette allait franchir les portes de son empire. Calme, déterminée, le regard franc, elle ne venait ni pour sauver, ni pour déranger. Elle venait simplement pour apprendre, travailler, exister, sans savoir que certaines rencontres, parfois, remuent bien plus que des souvenirs. Sans le savoir, Fatou allait entrer dans l'arène d'un passé qu'elle ne soupçonnait pas. De retour dans leur petit studio, Fatou passait sa chemise blanche, repassait son pantalon noir et vérifiait l'adresse 3 fois sur Google Maps. « Je suis nerveuse, Léo. C'est énorme. Ils m'ont appelé parmi des centaines. Le siège est immense. J'ai vu la façade sur Internet. Tout en vert, avec un grand M stylisé. » Léo, assis sur le rebord du lit, hochait la tête. « Tu vas assurer. Tu es brillante, Fatou. »
Mais son regard était ailleurs. Son front perlé de sueur, son sourire plus tendu qu'heureux. « Léo, tu es sûr que tout va bien? Tu me regardes comme si tu allais me dire au revoir. » Il sourit. « Non, juste, prends ta place. Et n'oublie pas pourquoi tu as travaillé si dur. Ce n'est que le début. » Fatou le serra dans ses bras, l'embrassa sur la joue et sortit. Léo resta là, seul, les mains sur les genoux, son regard fixé sur la porte. Il murmura, pour lui-même. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit. » Le matin de son premier jour, Fatou se leva avant le réveil. Elle prépara son sac, relut sa lettre de motivation, remit du gloss sur ses lèvres déjà parfaites. Léo lui souhaita bonne chance, d'un ton calme. Il était heureux pour elle, fier aussi. Mais quelque chose dans ses yeux restait difficile à lire. Elle descendit du bus 2 arrêts avant l'entreprise pour marcher et reprendre son souffle. Le bâtiment du groupe Mendes se dressait devant elle comme une forteresse de verre et d'acier. Des gens en tailleur, en costume, des badges suspendus, des portiers en uniforme, tout allait vite, tout brillait. Fatou se sentit toute petite, mais pas faible. À l'accueil, une femme souriante lui remit un badge temporaire. « Stagiaire, suivez la ligne bleue au sol, puis prenez l'ascenseur, 5e étage, ressources humaines. » Elle inspira profondément et entra. Les premiers jours furent denses, entre les procédures à apprendre, les logiciels à maîtriser, les visages à mémoriser et les réunions à observer. Mais Fatou apprenait vite, très vite. Elle prenait des notes, écoutait, questionnait, corrigeait les tableaux Excel avant même qu'on ne lui demande. Son maître de stage, un cadre sérieux du nom de M. Kader, ne tarda pas à remarquer son efficacité. « Vous avez l'œil, mademoiselle Diawara. Continuez comme ça. » Les jours passaient, les couloirs du groupe Mendes devenaient plus familiers, mais un bureau restait toujours fermé. Celui de l'étage supérieur, tout au fond du couloir. « C'est celui de M. Mendes, le patron. » lui souffla une collègue. « Il n'est pas souvent là depuis... enfin, récemment. » Un jour pourtant, alors qu'elle montait des dossiers au service juridique, elle passa devant ce bureau, et la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme était assis, seul, grand, imposant, dos légèrement voûté. Il regardait une photo sur son bureau. Fatou s'arrêta, sans faire de bruit. Il leva les yeux. Leur regard se croisa une fraction de seconde. Il avait les yeux perçants, fatigués, mais autoritaires. Elle baissa poliment les yeux et s'éloigna. Ce n'est qu'une fois, dans l'ascenseur, qu'elle sentit son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas pourquoi. Plus tard dans la journée, elle retourna au bureau de M. Kader. Un dossier en main, elle s'arrêta devant une vitrine où étaient affichées des anciennes photos de l'entreprise. Remise de prix, anniversaire d'équipe, cocktail d'affaires. Une image attira son attention. Un cadre en bois, 2 hommes en costume. Le plus âgé, elle le reconnut, c'était M. Mendes. L'autre, plus jeune, plus souriant. Son regard resta figé un instant. Il y avait quelque chose de familier dans ce sourire. Ce port de tête, ce regard brillant. Mais elle chassa cette pensée. Non, ce n'est pas possible. Elle secoua la tête et continua sa journée. Les semaines passèrent. Fatou s'intégra peu à peu dans l'univers du groupe Mendes. Elle impressionnait par sa rigueur, sa patience, sa capacité à rester humble même lorsqu'elle brillait. Un matin, alors qu'elle classait des dossiers confidentiels avec M. Kader, elle tomba sur une chemise portant un nom. Émile Mendes. C'était un vieux dossier RH. Elle le parcourut rapidement. Elle n'avait pas le droit de lire, mais son regard glissa malgré elle sur une ligne. Mise à pied, suite à une procédure judiciaire en cours, en attente de décision de la direction générale. Elle s'arrêta, les doigts crispés sur le bord du papier.
Tu connais pas toute l'histoire? Demanda une collègue qui passait par là. Pas vraiment. Émile, c'était l'héritier, le fils aîné, beau, riche, brillant. Et puis, un jour, plus rien. On parle d'un scandale, d'un accident, mais personne ne dit les détails. Depuis, son père ne parle plus de lui. Fatou reposa le dossier avec soin, mais quelque chose s'était réveillé en elle. Un frisson, une sensation étrange. Ce soir-là, Fatou était rentrée plus tôt que prévu. Elle avait eu une excellente journée au bureau. Elle avait bouclé un rapport important toute seule, et M. Kader l'avait félicitée devant toute l'équipe. Léo, lui, n'était pas encore rentré. Il avait accepté de livrer des colis dans une petite librairie du centre pour arrondir leur fin de mois. Fatou, fatigué, s'étendit sur le lit, prit une pomme et alluma la télévision, un vieux poste usé qu'ils avaient récupéré dans une brocante. Elle zappa les chaînes sans trop regarder. Et puis, elle tomba sur un journal économique, une émission qu'elle n'aurait jamais regardée en temps normal. Mais ce soir-là, elle laissa le son. Et dans l'actualité, le groupe Mendes, secoué par la chute de son fils aîné, Émile, en détention provisoire depuis plus de 2 semaines. Mais la surprise de ce soir, c'est cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. L'écran changea. On vit une scène captée dans une ruelle d'un quartier populaire. Une vidéo amateur, visiblement filmée avec un téléphone. On y voyait un jeune homme, debout devant un piano d'un centre culturel, en train de jouer une mélodie douce et profonde. La caméra tremblait légèrement. Le son n'était pas parfait, mais le visage, lui, était net. Fatou lâcha sa pomme. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'était Léo. Léo, filmé en train de jouer. Concentré, magnifique, libre. La présentatrice reprit. Selon plusieurs sources, ce jeune homme, que les internautes surnomment déjà le pianiste inconnu, serait en réalité Léo Mendes, le fils cadet du milliardaire Édouard Mendes, disparu des radars depuis plus d'1 an. L'intéressé n'a pas encore confirmé son identité, mais la ressemblance est troublante, et plusieurs anciens collaborateurs affirment l'avoir reconnu. Fatou resta pétrifié. Le nom, le regard, le sourire, tout s'alignait. Elle sentit son estomac se nouer. Tout devint flou autour d'elle. À cet instant précis, la porte s'ouvrit doucement. Léo entra, fatigué, les bras chargés de pain et de fruits. Il la vit figée devant la télé. Le journal passait toujours. On rediffusait la vidéo. Son visage, son nom. Le regard de Fatou se posa sur lui. Lentement, lourdement. « Dis-moi que c'est pas toi », souffla-t-elle. Il posa les sacs. Un silence. Puis il s'approcha. Et sans chercher à nier, il murmura « Je m'appelle Léonard Mendes ». Le nom resta suspendu dans l'air, lourd, immense, impossible à ignorer. Fatou recula d'un pas, comme si le sol sous elle venait de se fendre. « Depuis tout ce temps, tu savais, et tu ne m'as rien dit. » Léo baissa les yeux. Il ne se défendit pas. Il savait que le moment était venu. « Je voulais juste exister en dehors de ce nom. Je voulais être aimé. Pour moi. Pas pour mon père. Pas pour l'argent. Pas pour ce que les gens croient que je représente. » Elle le regardait, blessée, la voix tremblante. « Mais moi, je t'ai tout dit. Je t'ai ouvert ma vie, ma douleur, mes rêves. Et toi, tu jouais à quoi? À faire le pauvre romantique? » « Non. » Sa voix fut ferme. « Je ne jouais pas. Quand je t'ai rencontré, j'avais tout perdu. Et j'étais bien plus vide que tu ne peux l'imaginer. » Il s'approche, lentement. « J'ai grandi dans un monde où tout était programmé. Mon avenir, mes vêtements, mes choix. Mon père m'a toujours vu comme un outil. Il dirigeait l'entreprise comme on dirige une armée. Moi, je voulais faire autre chose, créer, respirer. Il n'a pas supporté. Alors il m'a effacé.
Carte bloquée. Téléphone désactivé. Non rayé des réunions. J'ai disparu et j'ai décidé de ne pas revenir. Il inspira profondément. Et puis, je t'ai rencontré. Tu étais la première personne à me regarder sans filtre. Tu m'as offert un pain, un sourire, une vie. Je ne pouvais pas risquer de te perdre si tu apprenais qui j'étais. Mais tu me l'as caché, murmura-t-elle. Oui, et je le regrette. Mais pas un seul jour, je n'ai joué avec toi. Tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai construit avec toi, c'est la seule chose vraie que j'ai dans ma vie. Fatou s'assit lentement. Son cœur battait trop fort pour qu'elle puisse parler. Elle repensait à leur minuscule appartement, à leur repas simple, à ses confidences sur son avenir, sur sa famille, sur ses humiliations. Et lui, il avait tout entendu, sans jamais lui dire d'où il venait vraiment. « Et maintenant » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Maintenant, je ne sais pas. Tout est en train de me rattraper. Les gens parlent. Mon père sait sûrement déjà. Ils vont venir. Ils vont vouloir m'utiliser, me salir, me forcer à rentrer. Mais ce que je veux, c'est rester ici, avec toi, même si tout s'écroule. » Un silence s'installa, long, intense. Puis, d'une voix plus douce, Fatou dit « Je ne t'aime pas parce que tu étais pauvre. Je t'aimais parce que tu étais vrai, même si aujourd'hui, je ne sais plus où est la vérité. » Léo s'agenouilla devant elle. « Laisse-moi te l'approuver. Laisse-moi réparer ce silence. Pas avec des mots, mais avec le reste de ma vie. » Elle le regarda. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais elle avait la plus importante. L'amour qu'elle ressentait n'avait pas changé. Et ce qu'ils allaient vivre maintenant allait exiger plus de courage que tout ce qu'ils avaient traversé. La vidéo de Léo avait fait le tour des réseaux en quelques heures. Certains y voyaient une belle histoire d'un artiste marginalisé, d'autres parlaient d'un caprice de gosse riche qui avait voulu jouer aux pauvres. Les débats faisaient rage. Mais pour les deux familles, ce n'était pas une discussion virtuelle. C'était un tremblement de terre. Dans la grande villa des Mendes, un silence glacé régnait. Madame Mendes était assise dans le salon, droite, élégante, mais les traits tirés. Elle tenait entre ses mains une photo de Léo, adolescent, au piano. Un cliché qu'elle avait rangé depuis longtemps dans un tiroir. Ses yeux brillaient d'une douleur qu'elle cachait mal. « Je savais qu'il n'était pas parti sans raison, » murmura-t-elle. Monsieur Mendes, lui, était debout, tourné vers la baie vitrée, les bras croisés dans le dos. Il n'avait encore rien dit depuis que la vidéo avait été diffusée à la télévision. Il a voulu fuir, qu'il reste loin. « Tu l'as poussé dehors, Édouard, » dit-elle dans un souffle. « Et maintenant, tu veux lui tourner le dos parce qu'il a décidé de vivre comme il l'entend ?» Il se retourna, froid. Il a fui ses responsabilités. Il a abandonné l'entreprise, sa famille, son nom. Ce n'est pas un artiste, c'est un lâche. Non, c'est juste un garçon qui voulait respirer. Un silence, puis elle ajouta, plus fermement, « Et je vais le retrouver. Il est mon fils avant d'être ton héritier. » De l'autre côté de la ville, dans l'appartement de Mariam, la scène était bien différente. Soraya hurlait littéralement dans le salon, son téléphone à la main. « C'est lui, c'est Léo, le clochard romantique de Fatou. Il est à la télé. » « Le fils du milliardaire ?» Iman manqua de lâcher son verre. C'est pour ça qu'elle disparaissait tout le temps. Elle a gardé le secret comme une voleuse. Mariam accourut, confuse. Elle vit la vidéo, le visage de Léo, les commentaires. Puis elle s'effondra sur le canapé. Mon Dieu! Ses filles s'agitaient autour d'elle, euphoriques. Tu te rends compte? Fatou sortait avec un futur héritier, et nous, on l'a traitée comme une idiote. On va devenir riche. Maman, tu vas avoir une villa avec piscine. Mais Mariam, elle, ne souriait pas.
Vous croyez que c'est un jeu? Il vient de mentir pendant des mois à ma fille. Il a laissé tout le monde la rabaisser. Et vous, au lieu de la soutenir, vous l'avez piétinée. Même moi, j'ai failli la perdre. Elle se leva, le regard sombre. On ne mérite pas de profiter de cette histoire. Mais elle, oui. Et je vais la voir. Fatou, de son côté, vivait un tourbillon. Les appels s'étaient multipliés. Des anciens camarades, des collègues, même M. Kader avait laissé entendre qu'il avait toujours senti quelque chose chez ce jeune homme mystérieux qu'elle fréquentait. Mais elle ne voulait pas des regards, ni des félicitations, ni des ragots. Elle voulait comprendre, se reconstruire, réapprendre à faire confiance. Et surtout, elle voulait savoir ce qui allait se passer maintenant. 2 jours après la diffusion de la vidéo, un courrier fut glissé sous la porte de leur appartement. Une enveloppe blanche, épaissie, sans cachet officiel. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Léonard, il est temps de parler. Tu connais l'adresse. Viens seul. Édouard Mendès. » Léo resta figé. Fatou entra à ce moment-là. Elle vit l'enveloppe dans ses mains, les yeux de son compagnon fixés sur les mots de son père. « Il t'a retrouvé. Il ne m'a jamais vraiment perdu. Il attendait que je revienne, mais cette fois, je n'irai pas seul. » La veille au soir, Léo avait ouvert la lettre d'une main nerveuse. La signature de son père ne laissait aucun doute. « Viens seul. » Mais il avait tout de suite su qu'il n'irait pas obéir à cet ordre-là. Pas cette fois. « Je vais y aller, mais pas sans toi, » dit-il à Fatou. Elle le regarda, interdite. « Tu es sûr? » ?»« Oui. Il veut me voir seul, parce qu'il pense encore que je suis sous son contrôle. Mais aujourd'hui, je ne me cache plus. Tu fais partie de ma vie. Il doit te voir, t'entendre, comprendre. » Le lendemain matin, une voiture noire les attendait au coin de la rue. Une berline aux vitres fumées, envoyée sans commentaire. Le trajet se fit en silence. Fatou serrait la main de Léo. Il la rassurait du bout des doigts, sans rien dire. Mais elle sentait que lui aussi était tendu. C'était un retour après un exil. La grande villa apparut comme une forteresse blanche, baignée de soleil. La grille s'ouvrit. Le jardinier suspendit ses gestes. Le majordome eut un léger tressaillement en apercevant Léo. Ils pénétrèrent dans le grand salon. Monsieur Mendès se leva lentement. Madame Mendès resta assise, mais un fin sourire se dessina sur ses lèvres à la vue de son fils. Ses yeux s'humidifièrent. Mais elle ne parla pas. « Te voilà donc, » dit Édouard d'une voix lourde. Léo avança, sans arrogance. « Je ne suis pas venu seul. » Il se tourna vers Fatou. « Je te présente Fatou Diawara. » Elle s'avança, droite, digne. Le silence s'installa. Mais quelque chose se produisit. Un frémissement. Le regard de M. Mendès se plissa. Il pencha légèrement la tête. « Fatou Diawara ?» Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il la fixa un instant, puis se tourna lentement vers sa femme. « Cette fille, je l'ai déjà vue. »« Où ?» demanda-t-elle doucement. « À l'entreprise, dans les couloirs. Elle est stagiaire. Chez nous. » Fatou ouvrit la bouche, surprise. « Vous m'avez croisé? Un matin, vous passiez avec un dossier. J'ai vu votre regard. Fier. Je me suis dit, voilà une jeune fille qui va loin. Je ne savais pas que vous couchiez déjà avec mon fils. » Léo fit un pas en avant, furieux. « Papa ?» Mais Fatou posa doucement sa main sur le bras de Léo. « Laissez. C'est bon. » Elle tourna le regard vers Édouard. Calme. Sûre d'elle. « Je suis en stage, oui. Et je suis avec votre fils, oui. Mais je ne suis pas ici pour quémander votre respect. Je suis ici parce que Léo mérite de vivre sa vie. Et moi, j'ai choisi de l'aimer librement. » Un silence,
M. Mendes resta figé, puis se détourna, sans un mot, pour aller s'asseoir dans son fauteuil. « Et maintenant ?» demanda-t-il après un moment. « Tu veux revenir dans l'entreprise? Tu veux récupérer ce que tu as jeté ?» Léo le fixa dans les yeux. « Je ne veux rien reprendre. Je veux juste être écouté, pour une fois. » Puis il ajouta « Et Fatou mérite d'être considéré, pas méprisé. » Madame Mendes, qui n'avait encore rien dit, se leva doucement. Elle s'approcha de Fatou, lui prit les mains et dit avec douceur « Merci de l'avoir ramené vivant. Merci de ne pas l'avoir abandonné quand on l'a fait. » Fatou sentit ses yeux s'humidifier. Elle répondit simplement « C'est lui qui m'a appris à me tenir debout. Je n'ai fait que le suivre. » Édouard regardait la scène sans mot dire, mais dans son regard, quelque chose avait changé. Très légèrement. Une fissure dans le marbre. Le silence, après les mots de Fatou, était dense. Pas un bruit. Même les horloges semblaient hésiter à poursuivre leur tic-tac. Léo tenait la main de Fatou. Son père, assis dans son fauteuil en cuir sombre, les fixait avec une expression figée entre la colère et le doute. Il n'avait pas bougé d'1 millimètre, mais son regard brûlait comme une flamme ancienne. « Je t'ai élevé pour reprendre un empire, et tu t'es enfui pour jouer du piano dans des sous-sols. Tu t'imagines que je vais t'applaudir maintenant parce que tu reviens avec une stagiaire ?» Fatou baissa les yeux. Mais Léo, lui, ne broncha pas. « Je ne suis pas revenu pour ton empire. Je suis revenu parce que tu m'as demandé de venir. Et je suis venu avec celle qui m'a sauvé. Si tu refuses de la voir pour ce qu'elle est, c'est que tu refuses encore de me voir, moi. » Édouard plissa les yeux. « Ce que je vois, c'est un garçon perdu qui croit qu'on construit une vie sur des sentiments. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde est dur, froid. Il récompense ceux qui s'y préparent. Justement, je suis prêt, mais à ma manière. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Tu as toujours décidé pour moi. » Il fit un pas vers lui. « Et moi, j'ai fui, parce que j'avais le choix entre perdre ton amour ou me perdre moi-même. » Madame Mendes, restée en retrait, s'approcha lentement. Son regard alternait entre son fils et son mari. Puis elle se tourna vers Édouard. « Écoute-le. » Il ne répondit pas. Elle s'approcha un peu plus. Son ton devint plus ferme. « Tu voulais qu'il suive des études. Il l'a fait. Tu voulais qu'il soit responsable, déterminé, capable de défendre ses idées. Il le fait. Et cette fille, » elle désigna Fatou de la main. « Elle incarne exactement ce que tu as toujours prêché. Le mérite, la discrétion, le travail. Elle est là, non pas pour ce qu'elle peut prendre, mais pour ce qu'elle donne. Elle a aidé ton fils à ne pas sombrer. Et toi, tu veux encore faire comme si c'était une offense ?» Édouard détourna le regard, visiblement ébranlé, mais pas prêt à céder. Léo avança encore d'un pas, les bras tendus. « Papa, je ne suis pas venu te défier. Je suis venu te parler. Je veux construire quelque chose, mais à ma façon. Je ne veux pas hériter d'un trône. Je veux bâtir un projet avec mes mains. Et je veux que tu le vois. Pas pour que tu m'applaudisses. Juste pour que tu comprennes que je suis ton fils. Pas ton clone. » Un long silence. Édouard restait immobile. Il ferma les yeux un instant. Puis, lentement, il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. « Tu sais ce que j'ai vu quand j'ai croisé cette fille dans les couloirs de l'entreprise ?» Ils ne répondirent pas. « J'ai vu une jeune femme droite, silencieuse, efficace. Et j'ai pensé, voilà le genre de personne qu'il aurait fallu dans cette famille. » Il se tourna vers eux. Son regard était plus flou, moins dur. « Je n'ai pas su comment te parler, Léo. J'ai confondu respect et contrôle. J'ai eu peur que tu sois faible. Mais aujourd'hui, je te vois ici, debout,
face à moi. Il soupira. Peut-être que j'ai eu tort. Fatou sentit la pression sur sa main s'accentuer. Léo la serrait fort, comme s'il s'ancrait dans la réalité de ce moment. Édouard ajouta, après une longue pause, « Je n'ai pas à vous bénir. Je n'ai pas à vous pardonner non plus. Mais si vous comptez faire votre vie ensemble… » Il fixa son fils droit dans les yeux. « Alors faites-le avec sérieux, avec dignité, et surtout, sans oublier ce que vous valez. » Léo répondit simplement, « C'est tout ce que je veux. » Madame Mendès sourit doucement. Puis, dans un geste simple et symbolique, elle prit la main de Fatou dans la sienne. Bienvenue. Les jours qui suivirent la rencontre chez les Mendes furent étrangement calmes. Il n'y eut pas de grandes annonces, pas de fêtes, pas de communiqués, mais quelque chose avait changé. Monsieur Mendès, sans grand discours, accepta de rencontrer à nouveau Léo. Ils ne se parlaient pas encore comme père et fils, mais ils se parlaient, et c'était déjà énorme. Fatou, elle, poursuivait son stage avec encore plus de détermination. Son sérieux et son intelligence ne passaient plus inaperçus. Elle fut sollicitée pour assister à des réunions internes, puis pour contribuer à un projet pilote de développement durable. Un matin, alors qu'elle était assise dans la grande salle de réunion du 7e étage, elle reçut un message sur son téléphone. « Maman veut te parler. » C'était Soraya. Fatou prit une grande inspiration. Elle savait que ce moment viendrait. Le soir même, elle retourna dans le quartier familial. L'appartement n'avait pas changé. Mais dans les regards, quelque chose avait bougé. Mariam l'attendait sur le balcon, assise dans son fauteuil en rotin. Son visage était plus calme, ses traits moins durs. « Tu es venu ? Tu m'as fait appeler. » Elles se regardèrent longtemps. Puis Mariam dit simplement « Je t'ai jugé. J'ai eu peur que tu reproduises mes erreurs, que tu donnes ton cœur à un homme qui ne te respecterait pas. » Elle marqua une pause. « Mais je t'ai mal jugé, Fatou. Et j'ai mal jugé ce garçon aussi. Il n'est pas ce que j'imaginais. Et toi, tu es devenue bien plus forte que je ne l'aurais cru. » Fatou s'assit doucement à côté d'elle. « Maman, je n'ai jamais voulu te blesser, mais j'avais besoin de choisir ma vie, même si ça voulait dire la vivre loin de toi. » Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Mariam. Pour la première fois, elle ne les essuya pas. « Je t'ai élevé pour être libre, mais j'avais oublié ce que ça voulait dire. » Iman et Soraya arrivèrent un peu plus tard, gênées, silencieuses. Soraya s'éclaircit la gorge. « On a été durs avec toi. On a ri. On t'a rabaissé. Et au final, c'est toi qui as tenu bon. » Iman ajouta, plus doucement, « On est fiers de toi, même si on ne te le dit pas bien. » Elles se prirent toutes les trois dans les bras. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, la famille Diawara partagea un repas dans le calme, entre rires et souvenirs. Quelques semaines plus tard, Léo lança son premier projet personnel, une école de musique communautaire dans un quartier populaire de la ville. Pas un conservatoire doré, mais un lieu ouvert à tous, où les enfants comme les adultes pouvaient apprendre à s'exprimer par les notes, sans avoir besoin de statut. Fatou, elle, fut embauchée en CDA au groupe Mendes. Non pas grâce à son lien avec Léo, mais pour ses résultats. Elle resta discrète sur sa vie privée, mais les plus attentifs remarquaient parfois ce regard échangé entre elle et le jeune homme aux mains agiles, quand il venait la chercher. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc, à la tombée du jour, Léo dit « Tu sais, parfois je repense à ce soir-là, à l'arrêt de bus. Si tu ne m'avais pas parlé… » Elle sourit. « Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai failli ne rien dire. Et pourtant, tu l'as fait.
Elle posa sa tête contre son épaule. C'était pas le destin, c'était le courage. Il prit sa main. Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Elle le regarda, le cœur serein. On continue d'être vrai. Ensemble. Les mois passèrent. Léo jouait du piano le soir, dans son école, entouré de jeunes rieurs et curieux. Fatou, elle, gérait de nouveaux projets stratégiques au sein du groupe Mendes. Elle avait gagné le respect de ses collègues et même M. Mendes, parfois, lui adressait un regard d'admiration discret. Le genre de regard qui ne s'offre qu'à ceux qui ont su prouver leur valeur, non par leur nom, mais par leur choix. Un samedi matin, Léo l'emmena dans un lieu un peu à l'écart, au bord du lac. Un endroit calme, discret, là où ils avaient l'habitude de venir rêver les dimanches. Un banc, un vieux manguier et le vent qui faisait danser la surface de l'eau. Il joua quelques notes sur un petit clavier portatif, puis s'arrêta. « Fatou !» Elle leva les yeux. Il posa un genou à terre. « Je ne t'ai pas rencontrée pour te rendre heureuse. Tu étais déjà heureuse sans moi. Mais si tu me laisses continuer ce chemin avec toi, alors je promets de t'aimer sans phare, sans masque et sans jamais oublier d'où l'on vient. » Elle éclata de rire, les larmes aux yeux. « Même si on ne vit jamais dans une villa, même si on vit sous un toit en tôle, tant qu'il y a ton rire dedans. » Elle lui tendit la main. Alors debout, Léonard Mendes. « J'ai un mariage à planifier. » Ils ne firent pas de cérémonie tapageuse. Pas de cœur en or, ni de limousine. Juste leurs proches, quelques sourires, des robes colorées, un piano et des promesses murmurées sous le soleil couchant. Et plus tard, bien plus tard, leurs enfants couraient parfois entre les bancs de l'école de musique pendant que Fatou corrigeait des rapports à la main, un bébé contre elle, et que Léo improvisait des notes pleines de vie. Ils n'avaient pas tout, mais ils avaient l'essentiel. Et c'est là, dans le peu, qu'ils avaient trouvé le tout.